Au JE-SFC 2024, Bernard Young, je suis cardiologue à Bichat et j'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Habib de Marseille pour faire le point sur les dernières recommandations ESC sur la prise en charge de l'endocardite. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur interlocuteur que Gilbert pour traiter ce sujet, puisque je vous rappelle qu'il avait coordonné les deux précédentes recommandations européennes en 2009 et 2015. Alors Gilbert, quoi retenir de ces nouvelles recommandations? Évidemment, l'endocardite, c'est un domaine qui est vaste, mais pour commencer par le commencement, dans le domaine de la prévention. Bien, merci. Oui. Beaucoup de sujets ont été abordés dans ces recommandations qui sont très intéressantes et qui ont abordé tous les points de tous les sujets qui concernent l'endocardite infectieuse. Et le premier, bien entendu, c'est celui de la prévention. Bon, on distingue bien toujours la prophylaxie de la prévention en général. La prophylaxie, c'est toujours la population à risque, sont toujours les mêmes, il n'y a pas de changement de ce côté-là et on les rappelle, ce sont les patients qui ont déjà eu une endocardite infectieuse, les prothèses valvulaires ou bien les patients qui ont des cardiopathies congénitales non complètement corrigées, ça ne change pas du tout. Ce qui change par contre, ce sont les procédures à risque et curieusement, il y a un petit retour en arrière qu'on a noté et j'allais dire qu'on va peut-être un petit peu regretter, c'est-à-dire qu'on avait dit jusqu'à présent dans les précédentes recommandations qu'on restreignait la prophylaxie, c'est-à-dire la prise d'antibiotiques avant des soins dentaires, justement aux soins dentaires et pas aux autres gestes interventionnels. Là, il y a un petit retour en arrière, c'est-à-dire que dans les autres procédures, qui sont par exemple gastro-entérologiques, urologiques, eh bien, il n'est plus interdit, je dirais, de faire une prophylaxie. Disons que c'est du 2B, c'est-à-dire ça n'est pas recommandé, ça n'est plutôt pas recommandé, mais ça n'est plus interdit. Et c'est une décision qui n'est pas réellement basée sur des données scientifiques et qu'on peut-être regretter. Enfin, on verra ce que ça va donner, en sachant que les Américains n'ont pas pris cette direction et que c'est une décision nouvelle des recommandations européennes. En tout cas, qu'on peut discuter, je suis entièrement d'accord. Sur la prise en charge de ces patients, le concept d'endocardite team que tu avais introduit dans les recommandations précédentes et sort renforcé. Absolument. Ils sont renforcés sans grande modification, mais je dirais que, et c'est un point très important, qu'entre 2015, quand on a créé le terme endocardite team, en suivant l'exemple des équipes de valvulopathie, et maintenant, la plupart des équipes dans le monde a développé ce concept et les recommandations 2023 renforcent cette information. Il est très important de partager avec nos collègues infectiologues, avec les chirurgiens cardiaques, avec des neurologues si nécessaire, avec les rythmologues, de partager et d'avoir le patient au centre de notre réflexion. C'est ce qu'on a proposé en 2015 et qui a été largement développé dans les recommandations de 2023. C'est un vrai succès des recommandations précédentes. En ce qui concerne le diagnostic, toujours difficile dans cette pathologie? Oui, je dirais qu'il n'y a pas de grande modification de ce côté-là. On se rappelle qu'on avait introduit la notion d'imagerie multimodalité, donc de nouveaux critères de diagnostic qui avaient été proposés. Les critères ESC 2015 incluait le PET scan pour la première fois et le scanner comme critère diagnostique. Eh bien, on reprend ça et je dirais qu'on le développe même de façon assez précise et bien précisée dans les nouvelles recommandations. La place des imageries pas uniquement échocardiographique dans le diagnostic de l'endocardite infectieuse. Et je dirais s'il y a une modification à retenir, c'est certainement le fait que le PET scan, on avait restreint sa valeur après les 3 mois qui suivaient une intervention chirurgicale et aux patients qui ont une prothèse valvulaire. Là, on insiste dans les nouvelles recommandations sur le PET scan en général, même dans les premiers mois, et aussi sur le fait que le PET scan apporte des renseignements non seulement comme critère majeur, mais également comme critère mineur. Donc ça peut être utile, si on le peut, dans la plupart des patients, même si les prothèses restent les meilleurs candidats. Oui. Et concernant le traitement ? Alors le traitement, pour simplifier les choses, je veux dire qu'on n'a pas changé grand-chose dans les nouvelles recommandations. On garde les 3 grandes indications qui sont les indications emboliques, l'insuffisance cardiaque et, pour faire simple, les abcès périvalvulaires ou disons les infections non contrôlées. Je dirais s'il y a 2 petits points à contrôler, il y a un gros point à contrôler, ce qu'on appelle l'OPAT, c'est-à-dire l'organisation du traitement à domicile et pas uniquement par voie intraveineuse de l'endocardite infectieuse, c'est-à-dire que dans certaines conditions qui sont très bien précisées dans les recommandations, les patients qui ont des endocardites non compliquées, avec une évolution favorable et qui ne sont pas opérés, on peut commencer le traitement à l'hôpital et si tout va bien, selon le germe également, continuer le traitement à domicile. Ça, c'est un point qui est important, qu'on n'avait pas bien développé dans les précédentes recos et qui là a été bien développé. Le deuxième, qui est passé très inaperçu, je voudrais juste le citer, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une endocardite du cœur gauche et un pacemaker
pacemaker a priori non infecté dans le cœur droit. C'est la première fois qu'on parle vraiment de ce sujet de façon claire dans les recommandations. On recommande peut-être de se poser au moins la question de retirer le matériel, même si apparemment il n'est pas infecté. Une attitude plutôt plus agressive. Voilà les choses qui m'ont frappé dans ces nouvelles recommandations. Je dirais que c'est plutôt une continuité dans l'ensemble, mais avec des petits points nouveaux qui sont intéressants. Merci Gilbert pour cette synthèse très, très complète en peu de temps. Effectivement, pas de grands bouleversements. Le principal, c'est cette possibilité du relais antibiotique oral. Et parce qu'il y a eu des données depuis, c'est vraiment un domaine dans lequel on a eu une étude randomisée qui est de très haut niveau de preuve. Pour le reste, c'est plutôt de la confirmation, mettant l'accent sur, encore une fois, la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire dans cette pathologie qui reste complexe. Merci.